voulez être tranquille. Arrêtez de saisir les opportunités qui vous sont proposées par Pierre, Paul, Jacques. 5 000 € du coup de ta compte. Et il part pas au final, 0 remboursé. Et ça, le banquier ne te le dit pas quand il te donne ta carte. Il te dit non, payez avec. C'est une internationale, vous êtes couvert sur tout. Non, vous n'êtes pas couvert sur tout. Tu es de la génération de mon fils. Vous êtes persuadé de faire toujours des bonnes affaires en vous démerdant tout seul. J'ai plus le numéro de Zizou et donc j'ai appelé Franck Lebas. Je lui ai dit Franck, est-ce que tu peux demander à Zizou, voir avec Christophe Dugarry si je pourrais éventuellement avoir 2 places pour voir ce match-là. On voit ce drame qui se déroule. Moi, en bas de chez moi, des piétons se faisaient renverser. La police qui est venue avec des pompiers. C'était une guérilla urbaine. Bienvenue les amis à l'épisode 39 de Déjà Just Brand. Ah oui, hein, ça commence à arriver. C'est la saison 2 en plus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné un épisode. Il y a eu une petite vague de pas d'épisodes sur la chaîne. On reprend tranquillement les épisodes. On a plein de super invités qui arrivent. Et dans ce premier épisode, on a Bernard Sabat, qui est un expert dans son domaine, un expert dans le tourisme, dans le voyage. Mais avant ça, les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, parce qu'il y a plein de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. C'est pas beau. Non. C'est pas respectueux, je suis d'accord. Je sais que vous êtes des gens très respectueux et respectables. Donc c'est le moment de s'abonner, de mettre les 3 étoiles, si ce n'est pas le premier épisode que vous regardez, pour soutenir la chaîne, etc. Autre information, je regarde cette caméra-là, ou celle-là, c'est très bien. On est chez Hoopercast aujourd'hui, c'est un nouveau studio black and white, dans la DA de Just Brand, pas de couleur. Sympa aussi. Sympa. Franchement, moi, je suis bluffé. Hoopercast, moi, c'est vraiment une vraie découverte depuis plus d'1 an. On bosse avec eux. C'est des pros, c'est tout ce que je peux te dire. Surtout que toi, tu es un pro des médias. Oui, et j'avoue que j'étais assez craintif. Tu vois, les a priori, arrivé porte de Vanves, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, écoute, t'es gentil. Moi, je suis Neuilly, 17e, 8e. Mais moi, je ne suis pas parisien, je suis provincial. Donc me fais pas partir loin. Il m'a dit, garantie 20 minutes chrono. Et quand il y a des embouteillages, c'est 30 minutes chrono. Et les mecs sont top. C'est des vrais pros. Moi, je suis venu en Vélib. Ouais. Bah, c'était très rapide, 10 minutes. Parfait. Donc, Hoopercast, merci de nous accueillir. C'est l'adresse, si vous voulez, tourner du contenu professionnel. Ils ont des très beaux plateaux, une équipe en or. Donc, je recommande. Il y a un lien en description, si vous voulez aller voir un petit peu ce que c'est. Vous pouvez prendre contact, faire un devis, etc. Ils sont très réactifs, ça va super vite. Alors, Bernard Sabat. Donc, comme je disais tout à l'heure, tu as le même nom que mon papa, donc je vais pas t'oublier. Ah, le nom, prénom. Le prénom, ouais. C'est un abus de langage. Oui, parce que personne ne peut s'approprier mon nom comme ça, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des droits. Et Nel, mon fils, qui est le directeur général de ma boîte, rigole pas là-dessus. Hein. Je veux pas de problème, surtout qu'ils nous écoutent là, j'ai pas envie d'avoir de problème. Pour te présenter rapidement, parce qu'il y a, je pense, quelques personnes qui te connaissent, qui sont théoriquement plus connues que moi. Non, je pareil, c'est pas important là. Hein. La notoriété, ce qui est important, c'est l'efficacité. C'est ça. Ça fait 30 ans que tu es dans le milieu du voyage et du tourisme. Tu es passé sur plein de médias, beaucoup TPMP, beaucoup la radio qui est RTL. Oui. D'accord. Et surtout, tu as été un des premiers acteurs des médias à l'époque où il n'y avait que 5 chaînes à la télévision. Exactement, j'étais avec Julien Courbet sur TF1. Et donc, c'était mon démarrage en 98, juste après la Coupe du Monde gagnée par l'équipe de France. D'ailleurs, en parlant de football, tu as été quand même un pilier de cet écosystème. Je le fais rapidement. On remonte un petit peu. Tu rates quand même 2 fois le bac. Je préfère le souligner parce que souvent les grands hommes ne sont pas forcément les meilleurs à l'école. Et donc là, c'est le moment d'appuyer ce sujet. Malgré ça, tu rentres après une bataille contre une directrice dans un BTS tourisme. Après avoir fait 2 ans au Club Med. C'est ça, après avoir fait 2 ans au Club Med. Donc tu te formes là-bas, les années passent, tu montes ta première agence de voyage qui organisait justement des voyages un petit peu pour l'écosystème autour du monde du football parce que grâce à une magnifique opportunité que tu racontes dans un de tes podcasts, tu arrives à t'occuper de l'équipe de foot des Girondins de Bordeaux. Des Girondins de Bordeaux, j'avais oublié le nom. Qui sont malheureusement en National 2, donc ils sont descendus beaucoup plus bas que nous étions à l'époque en haut. Une
une chose en entraîne une autre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Le réseau physique était quand même bien plus important. Ouais. Alors ça l'est toujours, mais c'est un autre sujet. Et donc, tu deviens en fait en France un des acteurs les plus importants du monde du tourisme. Tu vas même jusqu'à créer une sorte d'association, un club où il y a tous les chefs d'entreprise qui sont dans le monde du voyage du Les tourisme. jeunes chefs d'entreprise, ça s'appelait Challenge Tourisme à l'époque. Ok. Exactement. Et tu fais ça. Les années passent, Internet arrive. Tu as une petite frayeur parce que c'est pas quelque chose que tu maîtrises bien Mhm. sur l'instant. Donc, tu décides de vendre tes 4 agences Oui. de voyage pour partir du coup avec Julien à la télé et sur RTL. Comme on l'a dit, c'est là que du coup commence ton épopée dans le monde du média. Donc tu vas... RTL, Ouais. donc tous les jours, et puis TF1 à l'époque, le vendredi soir en direct. C'est ça. Donc tu commences quand même les médias avec le monde de la télé direct, Ouais. ce qui est aujourd'hui peu commun. Mais je suis venu vraiment par hasard, et c'est important de le souligner. Moi, au départ, c'est mon rêve d'enfance. Mais Julien avait besoin d'un spécialiste du voyage parce qu'il y avait des litiges et il n'arrivait pas à les résoudre. Parce que l'idée de l'émission de Julien de l'époque, avec sans aucun doute, c'était de résoudre des litiges en permanence et en plus en direct. Donc le vendredi, quand tu appelles les gens, c'est difficile de joindre. Et moi, tous les acteurs du tourisme, je les connaissais parce que je les côtoyais dans mes fonctions précédentes. Donc je peux appeler n'importe qui sur un portable, quelle que soit l'heure. Et c'était l'avantage parce qu'en plus, c'était des potes. Et en même temps, je leur mettais la tête, excuse-moi, dans le caca pour leur dire, les gars, vous avez déconné, qu'est-ce qu'on trouve comme solution? Et j'ai même fait venir des mecs, quand on préparait l'émission avec Julien, sur le plateau le soir, en face des clients. Ils se trouvent en face des clients avec qui ils avaient eu le litige. Ça, c'était magique. Magnifique. Ensuite, tu montes CBS Partner, CBS, Consulting, Bernard Sabat. voilà. Et maintenant que tes fils J'ai 2 garçons, ouais. sont grands, ils montent CBS Partner, du coup, avec toi, qui est la théorique suite de cette boîte, et No Risk Travel, qui sont du coup des clients de Smooth, qui est mon agence, avec qui on a accompagné sur la partie brand, logo et direction artistique. Je te félicite d'ailleurs avec ton équipe parce que franchement, ce que vous avez fait, c'est incroyable. Moi, j'y connais rien. Et quand Nel m'a proposé pour No Risk Travel cette marque, c'est eux qui l'ont trouvé. Ça veut dire Nel, qui est directeur général de ma boîte, et Norman, mon deuxième garçon, qui est l'aîné, qui lui travaille dans le domaine médical. Ils ont phosphoré ensemble. Nel a trouvé cette belle idée avec Laura au niveau du marketing chez moi. Et donc, m'ont proposé cela. J'ai dit, ça me plaît bien. On a déposé la marque. On l'a donc obtenue définitivement et officiellement. Et l'idée, c'était de dire, voilà, puisque papa, comme il le dit et que je n'accepte pas dans le cadre du travail, donc Bernard, ce qui nous plaît dans l'idée, c'est que tu es le garant vis-à-vis des acteurs du tourisme et aussi des clients de la fiabilité des choix. No Risk Travel pourra être une plateforme d'affiliation pour que les fournisseurs qui soient partenaires garantissent les produits que tu promeus à la radio et à la télé. C'est ça, parce qu'en fait, tu es déjà une sorte de label à toi tout seul. Et donc, le fait d'avoir une marque qui, elle, pourra survivre bien, bien longtemps après toi. Je ne m'en étais pas rendu compte en vérité. Je savais que ma notoriété était reconnue et certains même m'appellent maître dans la rue, donc ils pensent que je suis avocat pour te dire à quel point il y a des confusions alors que je suis le négociateur et je suis le monsieur qui trouve le mauvais arrangement plutôt que le bon procès. Et c'est Nel qui m'a fait toucher du doigt de cela avec Laura dans l'équipe marketing et en même temps avec Norman de dire papa, Bernard, il faut absolument que tu te rendes compte aujourd'hui de ta notoriété auprès des consommateurs. Je reçois entre 50 et 60 mails par semaine pour me demander des conseils. Est-ce que cette compagnie est bonne? Est-ce que je peux voyager là tranquillement? Est-ce que je peux voyager sereinement? Donc c'est ça qui les a fait réfléchir pour qu'on ait cette marque en entonnoir. Et c'est là tout le sujet. Just Brand, à ton avis, c'est un podcast qui parle de... De branding. Yeah, exact. Ça se marre en régie là. Ouais, j'ai bien révisé quand même. Hein. Il a révisé. Et donc du coup, on va parler un petit peu de cette marque rapidement, de No Risk Travel. Aujourd'hui, les gens, ils ont un peu peur en fait de voyager. D'abord, il y a eu beaucoup d'abus de gens, des travel planners. Tu es bien placé pour le savoir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui exercent sur les réseaux, TikTok, Insta, et qui promeuvent différentes choses et parfois n'importe comment, sans aucune garantie. Et ils dirigent des gens pour acheter en direct auprès des fournisseurs, ce qui pose un vrai problème de garantie professionnelle. Donc, ce qu'on appelle les travel planners qui ne sont pas dans la légalité. Donc là, aujourd'hui, j'ai un vote de sanction par rapport à cela, je vérifie tout ça. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument
travailler sur la marque dans ce cadre-là, qui est donc no risk travel, pour dire si vous passez par nous, je ne vends rien, mais je vous garantis le produit. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et le côté label fonctionne vachement bien. Et si on arrive en tout cas à bien faire ce travail, enfin si vous y arrivez en interne à mettre en avant ce produit, on va l'afficher un petit peu sur l'écran. Merci au monteur. On va montrer le logo. C'est pour ça, no risk travel. Et Nel a choisi la baseline en mettant ne partez pas sans ailes. En même temps pour travel, en même temps pour les avions. Les ailes d'avion, c'est de voyager en toute sécurité, ne pas choisir n'importe quelle compagnie. Et ça, je pense que c'est intéressant de comprendre aujourd'hui le consommateur. Il a besoin non pas d'assurance, mais de réassurance. C'est un mot qui n'est pas du tout galvaudé. La réassurance, c'est de dire je m'assure de faire le bon choix, mais je me réassure à travers cette plateforme pour être sûr que si demain il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, j'ai toujours un ambassadeur qui va me défendre ou qui va trouver des solutions pour un arbitrage. Tu penses que toi aujourd'hui, cette marque, No Risk Travel, comment est-ce qu'elle va perdurer dans votre stratégie de communication? Comment est-ce qu'elle va un petit peu pointer en fait ces difficultés, ces problématiques et surtout avoir l'impact que vous désirez? Alors, même si tu n'as pas en tête la stratégie précise, pour toi, c'est quoi un petit peu les idées qu'on doit mettre en avant pour promouvoir, pour dire que la personne qui écoute là le podcast, qui se dit OK, eux, je suis sûr à 100%, je leur fais confiance. Je pense que nous, ce qu'on sait, bon, ça c'est grâce à Julien Courbet et sa médiatisation me concernant, c'est que Julien s'entoure que d'experts, même si c'est mon ami depuis 30 ans, il a toujours pris des experts autour de lui, dans différents domaines. Des avocats spécialisés aussi, dans les différents domaines. Le domaine des assurances, de droit familial, de prud'homal, peu importe. Il a toujours pris des experts autour de lui. Et moi, il m'a choisi comme expert, c'est pour ça qu'il y a confusion des genres certaines fois avec l'avocat, parce que je connais très bien la législation, parce que j'ai participé au Code du tourisme à l'époque, qui nous permettait en 2002 de pouvoir faire évoluer le monde du tourisme et d'en faire des gens responsables. Parce que si demain tu ne responsabilises pas une corporation, elle n'a aucune raison d'exister. Parce que le consommateur, le voyageur va choisir direct la compagnie, l'hôtel, et va se débrouiller tout seul. Non, en ayant un acteur qui est responsable de tout vis-à-vis de la loi, lorsqu'on agrège deux prestations, un billet d'avion, une location de voiture, un billet d'avion et un hôtel, qui fait plus de 24 heures, ça devient un forfait. Et là, c'est sous la responsabilité de l'acteur du tourisme. C'est pour ça que je me bats tous les jours, à la radio, à la télé et à travers cette plateforme pour dire, les gars, vous voyagez, vous voulez être tranquille. Arrêtez de saisir les opportunités qui vous sont proposées par Pierre, Paul, Jacques. Prenez des acteurs référencés, garantie financière, numéro d'immatriculation chez Atout France, qui permet de dire, je suis sûr de choisir un acteur. Si demain il y a un pépin, Covid ou pas Covid, on l'a vécu en 2020, ceux qui étaient passés par les acteurs du tourisme, ils ont eu quand même l'argent au bout, alors que certains ont disparu. Et t'as pas peur de dire à travers cette marque, ok ouais, no risk travel, pas de risque, mais du coup ça va être cher. Non, c'est là où il y a confusion des genres une fois de plus. Les gens sont persuadés que quand ils passent par une agence de voyage, ils vont payer plus cher en choisissant séparément les prestations. Parfois à 50 balles près, ça peut être le cas. Mais la garantie du voyage quand il y a un pépin, les gens, c'est toujours pareil. Si tu lui disais, tu t'assures, ça te coûte, je dis une bêtise, 100 balles par mois. Soit 1200 euros par an. Oh non, c'est compliqué parce que moi c'est un budget quand même, 100 euros par mois. Mais si tu expliques aux gens, voilà quelque chose de concret, et voilà ce qui peut t'arriver si tu n'es pas assuré, tu lui fais prendre conscience que parfois il faut accepter de payer une prestation, pas plus cher obligatoirement. Certaines fois, ça peut être un tout petit peu plus cher, mais à 20 balles près, 50 balles près, mais au moins tu es couvert. C'est toujours pareil. Et je pense qu'aujourd'hui, les assurances, alors j'ai des gens qui me disent, ah oui, mais moi quand je paye avec ma carte de crédit, je suis couvert, j'ai une assurance. Ouais. Ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a des exclusions dans les assurances des cartes de crédit. Ça, c'est la première chose. Par exemple, les maladies antérieures ne sont pas prises en compte. Et ça, le banquier ne te le dit pas quand il te donne ta carte. Il te dit, non, payez avec. C'est une internationale, vous êtes couvert sur tout. Non, vous n'êtes pas couvert sur tout. Déjà, il y a des exclusions qui sont systématiquement, donc il faut regarder ce contrat. Deuxièmement, quand je paye ma carte de crédit, il faut payer la compte et le solde avec, pour que je sois couvert sur la totalité du voyage. Mais il y a des plafonds annuels au niveau des cartes de crédit. Alors si tu fais 2 voyages par an et que tu pars à Ibiza et que tu pars découvrir Madrid, tu restes dans des volumes d'achat qui sont encore respectables. Mais si tu fais un long courrier et que tu annules et que tu en avais pour 3 ou 4 000 euros de frais d'annulation, oui, la carte bleue va rentrer en ligne de compte pour te faire rembourser. Mais le delta n'est plus que 6 000 parce que les plafonds sont à hauteur de 10 000 euros par an.
Et ça dépend du voyage que tu fais. C'est pour ça que c'est important d'expliquer. Et moi, je passe mon temps dans les médias, comme tu le disais, sur TPMP, sur BFM, etc., pour expliquer pourquoi c'est important de passer par un acteur du tourisme. Parce que quand il y a un pépin, ils sont là. Et quand il y a un pépin et que tu parles directement avec la compagnie aérienne ou avec l'hôtelier, ben c'est une guerre. Ah ouais, c'est la guerre. Tu vois, j'ai un collègue qui devait partir en Italie, non, en Grèce, 5000 euros, du coup, d'acompte. Et il part pas au final, zéro remboursé. Exactement. Si tu n'as pas pris d'assurance, tu n'as pas passé par un acteur du tourisme avec tous les ingrédients qui vont avec, ben ça ne matche pas. Tu as pris tes billets à part. Tu as pris ton hôtel à part. L'hôtelier, lui, il est engagé avec toi sur l'hôtel. Donc tu as un peu peur avec ton avion. L'avion est annulé, l'avion est décalé, etc. Et tu arrives avec 48 heures de retard. Ben, tu as perdu 2 nuits. Ah ben non, c'est pas de ma faute. Monsieur, moi, vous avez acheté de l'hôtel chez moi. Vous n'avez pas acheté le vol. C'est votre problème avec la compagnie aérienne. Va te battre sur la compagnie aérienne, si elle n'est pas européenne, avec les contraintes que l'on a. C'est un casse-tête qui est infernal. Ah bah Air France, moi, le nombre de fois où j'ai 2-3 fois où à chaque fois l'avion s'en va sans moi et je peux pas me faire rembourser. Ça dépend, une fois de plus. Air France est une excellente compagnie, elle est européenne, donc tu as des droits. Tu as du retard, plus de 3 heures, bah, tu vas toucher une prime de 250 € si tu fais un vol de moins de 1500 km. Ça, c'est quelque chose, c'est le droit européen. Et les compagnies européennes, dont Air France, le respectent à l'aller comme au retour. Pour une compagnie européenne, une non européenne, à l'aller, le droit européen s'applique. Au retour, tu pars des États-Unis ou tu pars du Maroc ou de la Tunisie, et ben, malheureusement, les droits européens ne s'appliquent pas. Donc, automatiquement, tu n'as pas les dédommagements prévus. Ok, parce que moi, je suis parti du coup de Marrakech. Ouais. Et en fait, il y a eu un décalage horaire. Il y a toujours un décalage horaire avec Marrakech. Non, mais en fait, c'était changement d'heure. Ah, changement d'heure, oui, d'accord. Changement d'heure, excuse-moi. On n'a pas été prévenu. Parce que du coup, l'avion a été avancé pour remplacer le changement d'heure. Et vu qu'on n'avait pas pris directement avec Air France, eh ben, on s'est fait avoir. On est arrivé 1 heure en retard. C'est toute la problématique de choisir les bons interlocuteurs, la bonne communication et le bon canal de distribution. Il faut que vous compreniez, parce que tu es de la génération de mon fils, vous êtes persuadé de faire toujours des bonnes affaires, en vous démerdant tout seul. Excuse-moi le terme, je parle cash. T'as raison. Ouais, mais bon, c'est bien beau de faire ça comme ça. Ouais, c'est Joe la débrouille. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas. Quand il y a un pépin, bah, tu perds ton billet. Avec un acteur du tourisme, bah, tu aurais pris ton hôtel ou ce que tu avais prévu avec un billet d'avion, etc., avec des prestations que je vais évoquer tout à l'heure. Le problème est réglé. C'est du ressort de la responsabilité de l'agent de voyage, de l'acteur du tourisme qui va communiquer avec toi. La veille de ton départ, attention, changement d'heure, on passe en RDT, il y a 1 heure de décalage, donc vous allez décoller avant. Il va t'envoyer l'information par texto, par WhatsApp, peu importe. Il a tes coordonnées, il t'avertit. Ben ça me motive plus à prendre un acteur maintenant. C'est important et je me bats tous les jours et je me lève pour ça, je te promets. Arthur, c'est mon job aujourd'hui, c'est d'être l'ambassadeur du monde du tourisme parce que les gens ne comprennent pas toujours ça. Petit sujet d'actualité. Ouais. Il y a eu la finale il n'y a pas longtemps. Tu as dû voir ça. Champions League, dont tu parles. Ouais. Plus fête de la musique. Oui. Je sais pas combien il y a de milliers de blessés, juste avec ces 2 soirées en France, et notamment à Paris. Et puis on voit le désastre des villes sur Paris. Je dis ça parce qu'on sort de la fête de la musique là. Et c'était un peu le bazar. Violence, dégradation de magasins, etc. Et puis même après, les rues sont un peu sales. Encore maintenant, là, hein, alors que ça fait 2-3 jours. Mais est-ce que ça fait pas peur aux touristes de venir? Ah mais je vais être cash, Arthur, hein. C'est dramatique pour l'image de la France à l'étranger. On a eu les Gilets jaunes, où là c'était une guérilla urbaine, et je ne fais pas de politique parce que je comprends que les gens voulaient défendre leurs droits, mais d'aller aussi loin, le problème c'est que les gens ne voulaient plus venir. Et on était à moins 27%, moins 30% dans les hôtels à Paris et plus d'étrangers. Le Covid a terminé ce travail-là, donc ça a été dur pour tout le monde. Aujourd'hui, les acteurs du tourisme reviennent, mais dès qu'il y a un incident, rappelle-toi quand même la finale au Stade de France, ça a été le premier grave incident avec les Anglais qui sont venus. Eh ben, on a été dépassé par les événements dans un environnement qui n'était pas tout à fait sécurisé. Mais en réalité, on a eu une très très mauvaise image vis-à-vis en tant qu'organisateur et automatiquement, bah, ça ne donne pas envie aux supporters de venir jouer au Stade de France quand le stade est choisi alors qu'une équipe française ne joue pas. Okay, donc ça, c'est le premier point. La finale de la Champions League, elle se déroule à Munich.
C'est pas normal qu'à minuit, aux Champs-Élysées, j'habite pas loin, on voit ce drame qui se déroule. Moi, en bas de chez moi, des piétons se faisaient renverser, la police qui est venue avec les pompiers. C'était une guérilla urbaine. Ce n'est pas normal. Et ça donne pas une bonne image pour la promotion de la France avec des Jeux Olympiques qui ont été exceptionnels, divinement bien organisés et qui, logiquement, nous ont fait gagner 10 ans de promotion avec des résultats financiers. Moi, j'étais avec Tony Estanguet il y a 15 jours dans le cadre d'une manifestation professionnelle du tourisme qui est venu nous expliquer et les recettes et les dépenses. Et l'impact, il est exceptionnel à l'étranger. Tous les hôtels pour septembre-octobre sont à plus 12, plus 15%. Mais c'est pas parce que les gens... c'est parce que Paris a été montré sur toutes ses couleurs, sur sa grande hospitalité, cette organisation incroyable qui a permis de montrer que Paris était sécurisé. Là, bah, on perd des clients. Comment on fait pour changer ça? Je ne veux pas rentrer dans la politique, c'est pas, ouais, pas non, mon c'est job. vrai. C'est vrai Non, qu'on mais change c'est pas le mon sujet. job. C'est pas mon job. Je pense que chacun doit être en face de sa responsabilité. Donc voilà, il faut que chacun prenne conscience que quand il y a des incidents qui se déroulent dans une ville, la notoriété de la ville, c'est comme un attentat. C'est dur, hein, ce que je veux dire. Quand il y a un attentat dans un pays, quel qu'il soit, et je ne nommerai aucun pays pour ne pas faire de différence, c'est très très dur. On sait que c'est entre 6 mois et 1 an où les clients ne vont pas mettre le nez. Et on sait qu'en France, particulièrement, et particulièrement à Paris, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent pour faire du tourisme. Bien sûr, c'est 60%, 65% de notre capacité aujourd'hui. C'est-à-dire, on arrive à Paris, on passe quelques jours à Paris, on va à Versailles, on va parfois à Disneyland, et après on va sur la Riviera. C'est comme ça que ça se passe. Parfois on va en Bretagne, parfois on descend dans le sud-ouest. Mais le combo idéal pour le touriste étranger, c'est Paris et la Riviera. Et parfois on change, quand on a déjà fait la Riviera, on fait Paris, c'est l'arrivée systématique. Donc c'est pour ça que l'enjeu est important pour Paris, pour les hôteliers, pour tous ces acteurs, les restaurateurs, etc. On est passé combien un peu dans le classement là, des meilleures villes Ben, on est toujours premier émetteur de touristes dans le monde, premier émetteur. Mais en termes de recettes, on est quatrième. Hein. Ah oui. Les Espagnols nous ont devancés, beaucoup d'autres pays nous devancent en termes de recettes, parce qu'une fois de plus, les Scandinaves ou les Allemands qui partent en voiture ou on va dire en mobil-home, qui conduisent leur petit camion là, et qui passent, bah, à chaque fois que tu fais une nuit, tu t'arrêtes à Bordeaux ou sur le bassin ou à Osgore ou à Biarritz avant de passer en Espagne, c'est comptabilisé comme un tourisme. Mais tu dépenses rien, les mecs restent pas. Ils passent et après ils vont s'installer au Portugal, en Espagne. C'est là toute la problématique que l'on a. Donc aujourd'hui, notre enjeu, c'est de conserver les touristes, donc avoir l'attractivité. Et pour moi, la plus belle attractivité, c'est des villes phares, comme Bordeaux pour aller, et Biarritz pour aller évidemment en Espagne, et rentrer de ce côté-là, ou bien des villes phares comme on l'a avec Perpignan, Nice, la Côte d'Azur, et aussi la région, en fait, compte, que j'appelle la région PACA, qui permet en fait compte de rentrer sur Barcelone par le Bay de la France et de passer quelques jours et de garder ces touristes-là quelques jours en toute sécurité pour qu'ils puissent après continuer leur voyage en Espagne, ou de rester plus longtemps en France. Donc pour toi, l'image de marque des villes est beaucoup plus importante qu'on ne le pense en fait dans le monde du tourisme. Bien sûr, bien sûr. L'actualité est scrutée par les touristes. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, avec les événements qui se passent, il n'y a personne qui veut faire une croisière en Égypte, où il y a très peu de personnes. Et c'est dommage parce que c'est un des plus beaux pays du monde. C'est vrai que l'Égypte, c'est sympa. C'est vrai que c'est cool. Ok. Deuxième sujet d'actualité, un peu moins chaude. Et je sais que tu en parles beaucoup et que tu as des bons arguments, donc on va les mettre un petit peu là parce que nous, on a une communauté quand même qui est un peu plus jeune. Comment est-ce qu'on fait pour travailler dans le monde du voyage quand le monde du voyage, il est associé à l'image de « Ok, les avions, ça pollue ». Ça, c'est un sujet, tu sais, moi, quand j'entends certains grands penseurs français dire si on veut évidemment réduire toute cette problématique de l'écologie, il faudrait faire 2 voyages dans une vie, maximum. Il va falloir que tu t'arrêtes là. Hein. Non, mais on n'est pas dans le monde des bisounours, les garçons. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux voyager. Les compagnies aériennes sont en train de modifier leurs appareils, consommer évidemment moins de carburant, avoir des nouveaux appareils de nouvelle génération chez Airbus et chez Boeing. Donc c'est ça qui est en train de changer la donne. C'est pareil pour les croisiéristes. Ils sont en train de mettre évidemment du gaz liquéfié pour justement consommer moins et arriver en fait en 2050 de plus avoir de consommation qui soit polluante. Mais il faut du temps. Il faut du temps pour que ça fonctionne. Et on se dit, on est pressé par le temps. Oui, mais ce n'est pas aujourd'hui les avions qui polluent la moitié de la planète. C'est notre consommation
notre façon de gérer notre consommation, aussi bien dans les achats des vêtements et l'utilisation du plastique. C'est ça aussi la problématique. Donc déjà, raisonnons par étapes pour arriver step by step à cette économie qui est très importante. Il faut savoir que le voyage dans le monde, c'est 1,4 milliard aujourd'hui de voyageurs dans le monde, à Ah ouais. l'international. 1,4 milliard. Il y a 10 ans, c'était 550 000 ou 750 000. Il y a 20 ans, c'était 550 000. Donc tu vois que ça progresse énormément le voyage. Donc il faut en tenir compte de cela et puis essayer de faire les bons choix. Il ne faut pas rentrer dans une écologie démente, fermée, obtue. Oui, il faut vivre avec son temps. Dans tous les cas, les gens n'arrêteront pas. Les compagnies aériennes, elles ont trop de pouvoir, entre guillemets, sur l'économie, en tout cas française. Déjà, parlons C'est à pas un une... pouvoir, hein. C'est pas, il n'y a pas du lobbying des compagnies aériennes. Ne pensez pas un seul instant qu'en Europe et au Conseil européen ou bien en France au Parlement, c'est les compagnies qui dirigent le monde. Non, c'est faux. C'est une économie très importante parce que le PIB français est très important au niveau du tourisme. On n'a pas de ministre du tourisme, mais pour autant, on a un PIB de l'ordre de 10% en termes de recettes. Donc automatiquement, ce sont des enjeux importants. C'est tout. On n'a pas de ministre du tourisme, peut-être toi bientôt? Non, sincèrement, quand je vois toutes les personnes qui sont venues de la société civile et qui se sont inspirées de cela, ça ne me donne pas envie d'y aller. Et sincèrement, même si on me le proposait à Pont d'Or, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la patience qu'il faudrait. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Et si derrière moi, j'ai que des technocrates qui avancent sur les dossiers et sur lesquels je n'ai pas de pouvoir de décision, et que je suis coincé en plus par l'Europe pour prendre des choses, des décisions importantes, je ne vais pas m'épanouir. Moi, je suis un homme de décision. Je suis un homme pragmatique et d'action. Donc à partir de là, si on me bloque, on me promet des choses et qu'on ne me les donne pas, je tournerai les talons, je partirai. C'est pour ça que la politique, c'est pas un domaine Mais j'écoute, j'observe, je vois, j'essaie de comprendre. Mais c'est compliqué, c'est trop compliqué pour moi. Ouais, c'est pas évident. Ok, refaisons un petit zoom sur un sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, là, si tu avais 20 ans, tu partirais avec ton sac sur le dos à faire des vlogs dans le monde entier? Je sais pas si avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est facile de le dire, de dire oh bah oui, bien sûr, t'inquiète pas, je pourrais le faire. À 20 ans, mon école de vie a été l'école du Club Med. Donc j'ai voyagé, mais dans une structure organisée, sécurisée, protégée. Et en même temps, j'ai connu aussi bien les salariés de chez Renault qui venaient en vacances au mois de juin, que des professions libérales qui venaient 2 ou 3 fois par an et toujours en décalé, et puis des gens qui prenaient leurs vacances juillet-août classiques. Donc j'ai eu la chance de toucher toutes les couches sociales au niveau du voyage. Donc j'ai une expertise très importante du voyageur. Et puis j'étais moi-même agence de voyage, j'en avais 4 comme tu disais tout à l'heure, donc je connais le monde. Je connais le monde de la production où j'ai fabriqué. J'ai travaillé dans un tour opérateur, donc je sais comment on fabrique un voyage. Donc tout ça, je connais. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, partir et donner des conseils aux gens, pourquoi pas? Mais moi, à travers ce que l'on fait là dans nos risques travel, c'est de dire, on va vous donner des bons plans. Un peu le guide des bons tuyaux, tu vois, dans l'esprit. C'est se dire qu'est-ce qu'on peut leur proposer aux gens. Mais moi, je veux que ces voyages-là soient garantis. Je ne pars pas à l'aventure. Ok, J'ai besoin de sécurisation et je pense que c'est l'image que je donne. C'est pas de dire partez en Colombie, allez-y tout seul et visitez tout de votre propre chef sans aucune analyse du marché ou de la sécurité. et tu dis quoi aux petites influenceuses, toutes joyeuses, qui vont faire je sais pas, des vidéos TikTok par exemple, et qui vont donner les itinéraires, sorte de petits, ce que tu fais un petit peu, ou ce que fait une agence Oui, de mais voyage. je pense que tu peux donner quelques bons restos, quelques bons tuyaux de choses que tu as fait. Ok, c'est sympathique, mais ça ne doit pas devenir un business. Sinon, ça veut dire que la donnée est fausse. Tu Moi, sais, dans le cadre de No Risk Travel sur lequel tu as travaillé avec le logo que j'adore au demeurant, on a une règle qui est simple. On fait de l'affiliation. On dit juste que si tu as un pépin avec ce produit qu'on a sélectionné avec nos partenaires, on va t'assurer une garantie. C'est ça l'enjeu. Et moi, je n'ai pas besoin de gagner ma vie avec ça. C'est pas ça qui va me rémunérer. Mais par contre, je ouais. souhaite, comme je l'ai fait à travers l'école de tourisme que j'ai montée il y a 6 ans et qu'on a vendue il y a quelques semaines, c'est d'apporter une valeur ajoutée. Ce que j'avais compris à travers l'école de tourisme que j'ai montée avec des bachelors et des masters, c'est se dire, j'ai un carnet d'adresses important. Je n'en fais pas un business, mais je dis, ce carnet d'adresses, il permet aux jeunes de venir dans le monde du tourisme, parce qu'il y a une désaffection du monde du tourisme chez les jeunes. Ils disent, bon, les acteurs touristes, c'est les avions, comme tu dis. C'est une agence, mais je ne vois pas à quoi elle sert, parce que je n'irai jamais pousser la porte.
c'est d'apporter justement cette jeunesse, cette fraîcheur, ces outils informatiques, cette IA naturelle que vous avez, et cette IA qui existe aujourd'hui et qui est en train de porter ses fruits en termes de développement, c'est de l'apporter pour aider le monde du tourisme à devenir moins artisanal et plus industriel. Et en même temps, avec une adaptabilité du marché par rapport à votre génération, pour vous convaincre de passer par cela. Et moi, ce que j'ai compris quand j'ai monté cette école-là, c'est de dire, voilà, mes chers professionnels, il y a des jeunes qui veulent éventuellement bosser. Vous allez les accueillir chez vous, vous allez les prendre en contrat de qualif. Vous allez leur donner un job, voilà, apprendre un job, ils vont être en partie à l'école, 3 jours à l'école, 10 jours à l'entreprise, et ils vont vous changer la donne parce qu'ils vont vous rendre beaucoup plus malléable, beaucoup plus adapté au marché pour que les gens achètent facilement. Mais par contre, de quoi avez-vous besoin? Et eux, ils m'ont dit, on a besoin d'une saisonnalité. On va avoir des élèves à des moments bien précis. Donc, essayez de vous organiser au niveau de l'emploi du temps, du rectorat et des contraintes que vous avez, je dirais, scolaires, pour que les élèves soient là pour apprendre, car l'école de la vie, elle est en entreprise. Pour moi, c'est une bénédiction, les contrats de qualification. Et on a changé la donne dans cette mission que je me suis accordée avec mes associés, de se dire, on va écouter les professionnels et on va faire l'agrégation des besoins avec des jeunes qui veulent travailler dans le tourisme. Et tu crois pas qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui veulent travailler dans le tourisme, mais sans qu'on les embête avec une entreprise, qui veulent être indépendants? Tu sais, les indépendants, il faut qu'ils se démerdent à gagner leur vie. Et comment ils se démerdent à gagner leur vie? À se faire intéresser par des acteurs qui sont sur place, qui leur disent parle de moi, dis que je suis le meilleur, et t'inquiète pas, tu vas toucher. Dès que je vois quelqu'un qui vient par ton biais ou par ton canal, tu seras rémunéré. Moi, je pense que c'est important d'avoir une structure avec des garanties, parce que quand il y a le Covid, quand il y a un problème qu'on ne maîtrise pas, quand il y a un volcan qui explose, ou quand tu as, comme pour la Tanzanie dernièrement, toutes les compagnies de la Tanzanie ont été exclues du domaine de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. On dit voilà, les compagnies aériennes locales en Tanzanie, on ne les valide pas, donc vous ne prenez plus l'avion. Mais si vous prenez l'avion, prenez des risques. Ça change complètement la donne. Si tu as choisi un voyage tout seul, tu t'assois sur tous les billets d'avion que tu avais pris en Tanzanie. Si tu es passé par un acteur du tourisme, lui, il va te trouver les compagnies pour justement voyager à travers évidemment Lufthansa, qui va faire une escale à Francfort, qui va t'amener directement là où il faut t'amener. C'est ça qui est important, c'est cette mobilité, une action que peut faire un acteur du tourisme que toi, tu ne pourrais pas faire sur le terrain parce que tu as orienté des gens à partir et tu ne peux pas leur assurer la sécurité. Donc du coup, la partie indépendance et tout, parce que moi j'en connais, hein, des gens, des filles qui voyagent beaucoup, qui se sont fait des contacts, etc., et qui créent c'est une sorte de petites agences de voyage, hein, Ouais. Et qui te créent des parcours comme ça. Ce n'est pas une agence de voyage, c'est ce que tu disais, moi sur lequel je me bats. Non, ce n'est pas une agence de voyage, ce sont des gens qui donnent du conseil, des tuyaux. Et Mais ce n'est pas une agence de voyage. Tu pourrais bosser avec eux? Non, je refuse de bosser avec eux pour une simple bonne raison, c'est que j'ai peur qu'ils ne maîtrisent pas tout le produit. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que quand il y a un pépin et que tu n'es pas passé par un acteur du tourisme, c'est là la problématique. Que des gens donnent des conseils. Genre, si j'ai un conseil à donner, moi je viens j'arrive d'Istanbul, j'ai 2-3 restaurants à te conseiller. Ça, c'est des infos hyper sympas. Regarde l'ambiance qu'il y a, etc. À l'occasion, si tu passes par là, regarde, hein, il y a plusieurs restos, mais celui-là est sympa. Tous les Stambouliotes sont là le jeudi, vendredi et samedi, et c'est tout à fait abordable. Pourquoi pas? Ça ne me gêne pas. Donc tu pourrais bosser avec eux sur ça. Sur des conseils donnés sur des adresses comme ça ne me gêne pas. Mais dès qu'on rentre sur de l'hôtel, de l'aérien, du circuit, Oui, de la réservation. la réservation, là, tu es dans quelque chose où tu t'engages pas à la légère. Donc, tu ne peux Ouais. pas être une agence de voyage comme ça sans garantie. Trop bien. J'ai des petites questions avant que tu nous abandonnes, Mhm. malheureusement. J'en suis tout attristé. J'ai un métier, tu comprends. Tout le monde n'est pas Mais je là. prends du plaisir à être avec toi, t'inquiète pas. Mais je te dis juste que j'ai un métier et j'ai un emploi du temps. Mais quand mon fils donne sa parole à quelqu'un parce qu'il a très bien travaillé avec nous, je me devais d'être présent pour te montrer que dans tous les cas, je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre. Je te rappelle qu'à l'âge de 16 ans, mon père tenait une boucherie et je livrais les merguez de mon papa chez les clients. Donc je sais d'où je viens. Donc je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre. Je sais, et c'est toujours ces valeurs que j'ai appris à mes enfants, de rester humble et d'être accessible. Eh ben ça me fait très plaisir. Est-ce que tu as une petite anecdote croustillante à nous raconter que tu n'as jamais racontée dans aucun média? Est-ce que j'aborde le sujet des Girondins de Bordeaux et certaines confidences? Non. Non, je peux pas. Mais je peux dire que la fidélité, c'est important dans la vie.
J'ai bien bossé de 90 à 98 avec l'équipe, avec les joueurs de l'équipe de Bordeaux, qui sont devenus des joueurs incontournables de l'équipe de France. Je parle de Christophe Dugarry, je parle de Vicente Lizarazu, je parle de évidemment Zinedine Zidane, je parle aussi de Franck Leboeuf, qui sont devenus vraiment, qui sont des relations privilégiées pour moi. Je les sollicite rarement, mais quand je les sollicite, ils sont là. Et pour la Coupe du Monde, j'ai eu la chance de vivre les matchs de l'équipe de France grâce à mes relations avec les joueurs qui m'ont offert des places. Je m'occupais de la délégation italienne et norvégienne à Bordeaux et à Toulouse pour les matchs qui se déroulaient pour la Coupe du Monde. Ça, c'est grâce à mes contacts des joueurs qui m'ont aiguillé sur différentes nations qui avaient besoin de trouver la logistique dans la région où j'habitais, entre guillemets, que j'ai très bien géré. Et en même temps, ça m'a permis en fait de garder ces liens-là. Et puis tu sais, il y a eu ce fameux match avec le PSG, le Real de Madrid, quand Unai Emery était l'entraîneur ou Laurent Blanc, je ne sais pas lequel, c'était exactement en 2019. Je voulais absolument assister à un match du Real de Madrid que Zidane dirigeait. Et donc, j'ai plus le numéro de Zizou. Et donc, j'ai appelé Franck Leboeuf. Je dis, Franck, est-ce que tu peux demander à Zizou, voir avec Christophe Dugarry, si je pourrais éventuellement avoir 2 places pour voir ce match-là. Et ce qui est génial, c'est que les gens ne t'oublient pas. Je ne sais pas par quel biais, mais j'ai reçu un petit coup de fil l'après-midi même en disant, Bernard, il y a 2 invitations qui te sont mises à ta disposition. Et je me suis retrouvé dans des places en face de Christophe Dugarry qui commentait les matchs à l'époque pour RMC, qui avait les droits. Et Christophe est venu m'embrasser. Il m'a dit, j'espère que tu es content. Je lui ai dit, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire avec Zizou, de m'offrir ces places-là. C'est ça qui est le plus important pour moi. Voilà une anecdote de fiabilité, d'amitié avec ces gens-là, que j'ai connus dans une autre vie. 20 ans ont passé, et pour autant, je sais que si je leur demande une faveur ponctuellement, ils n'ont pas refusé, c'était cela. Mais ils savent très bien aussi que si demain ils ont un pépin, quelque niveau que ce soit, je serai là. Magnifique. On a tendance un peu à la sous-estimer de nos jours, cette fiabilité. L'amitié, tu sais, quand tu vis avec des joueurs de 1990 à 98 jusqu'au championnat d'Europe de 2000 que l'équipe de France a gagné, et que tu vis avec eux, moi j'étais tous les jours j'étais avec eux, ils finissaient l'entraînement, moi j'étais à l'agence, j'allais au centre d'entraînement, leur donner des billets d'avion parce qu'ils partaient à titre personnel, ils voyageaient à titre professionnel, leur famille, leurs amis, j'avais toute cette clientèle-là. Et quand Zizou venait à l'agence de voyage à Bordeaux, c'était l'émeute qui commençait à arriver dans mon agence à l'extérieur en me disant quel voyage il a choisi, où il va. Et j'étais tenu au secret professionnel, donc je ne pourrais rien dire. Mais voilà, ils m'ont donné cette chance-là de vivre. En plus, moi, le football est ma passion. C'était mon rêve d'enfant. J'avais 3 rêves. Être DJ, c'est comme ça que j'ai commencé le club Méditerranée. C'était mon rêve d'être DJ, mais il n'existait pas de Bob Sinclair et à l'époque de gens connus ou David Guetta. Donc mes parents voyaient ça d'un très mauvais œil. Donc j'ai pu le faire ponctuellement. Après, joueur de foot, je rêvais d'être professionnel de football. J'avais un certain niveau, mais pas le niveau pour pouvoir faire une carrière. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, le football. Et puis le voyage. Et donc j'ai réalisé ces trois passions, entre guillemets. Et quand je suis revenu du Club Med, ma passion, mon rêve était de dire, bon écoute, je sais correctement parler, je maîtrise des langues, j'ai envie de faire quelque chose autour du voyage à la télévision ou à la radio. Et tout ça est arrivé. Et je pense que c'est quelque chose que je dois à toutes ces personnes-là. À Julien Courbet, le premier, qui a fait de moi médiatiquement quelqu'un. Mais j'avais des compétences, j'avais du talent pour le faire. Mais lui m'a mis à la lumière. Je suppose qu'il y a des milliers de Bernard Sabat. Mais lui m'a donné cette chance-là de montrer mes compétences à ses côtés. Le football, c'est ma passion. Et voilà, quand tu as un ami qui est comme Franck Leboeuf, pour lequel j'ai assisté à son mariage, avec qui j'ai des liens particuliers aujourd'hui, eh on n'a jamais coupé les ponts et on se voit. Je suis sa carrière, il suit la mienne. Quand il va faire une pièce de théâtre, je vais toujours le voir. Voilà, ce sont des liens. J'étais avec lui encore le week-end dernier, parce qu'on est dans le même club de sport où je l'ai fait rentrer. Et voilà, c'est un lien indélébile. C'est des garçons avec qui j'ai un lien. Et je suis sûr que si je croise Zinedine Zidane n'importe où,
dans une ville, il va m'embrasser, il se souviendra de moi, etc. Parce qu'on a beaucoup de moments forts avec Véronique, son épouse, avec Christophe Dugarry aussi. Ce sont des gens à qui je me suis lié d'amitié et sur lesquels notre amitié est indélébile. Magnifique. Et ben écoute, c'est un très beau mot de la fin. On arrive à la fin du timer, malheureusement. Écoute, merci Bernard. On est quand même passé à ça d'avoir un Bernard DJ, hein. Oui, je l'assume. Je l'assume. Et aujourd'hui, j'ai donné cette passion à Nel au niveau de la musique. Norman joue du piano. Nel est un très bon DJ, mais je lui ai dit juste une chose. Je dis Nel, ne fais pas comme moi. Construis une famille, parce que tu n'auras pas la même chance que m'a donné ta maman pour justement être ce que je suis. Parce qu'elle m'a trouvé dans une discothèque, et c'était l'amour de mon enfance. Et donc, elle m'a fait comprendre que c'est difficile pour elle de dire à son papa que je pouvais éventuellement l'épouser, mais je ne pouvais pas faire ce métier-là comme un métier noble, parce que bosser de 10h du soir à 4h du matin et rentrer imbibé d'odeur de cigarette alors que je ne fumais pas, ce n'était pas un job respectable et respectueux vis-à-vis de ma belle famille et de ma famille. Et c'est comme ça que j'ai changé de voie et je me suis tourné vers le tourisme, parce que le mec qui me remplaçait tous les jeudis soirs faisait un BTS de tourisme. Et c'est comme ça que ma carrière a changé, que ma vie a changé, et que ma femme m'a permis d'être ce que je suis. 40 ans de mariage, c'est pas anodin. Et quand je vois les enfants qu'elle a éduqués, parce que j'étais pas souvent là, bah, je peux être fier de cette vie-là. Et c'est ça aussi la vie, c'est d'être fier de ses enfants et de fier de la femme que tu as épousée, parce que c'est elle qui m'a permis d'être ce que je suis, et d'être épanoui, et d'être fier d'avoir construit cette carrière. Magnifique. Trop bien. Est-ce que tu as une recommandation pour le prochain épisode de Just Brand? Moi, si j'étais toi, Arthur, va chercher tes contacts le plus large possible. Tu parlais d'une Miss France que tu as fait dernièrement, que j'aime beaucoup, que j'ai connue sur les plateaux de Cyril Hanouna pour TPMP. Aujourd'hui, tu me choisis. Va vers d'autres horizons. C'est cette multiplicité d'horizons qui va te permettre de te construire. Voilà ce que je peux te donner comme conseil. Et moi, c'est l'école du Club Med, en ayant énormément de gens que j'ai vus de toute nationalité, de toute corporation, qui m'a permis d'être ce que je suis. Et de comprendre ce qu'était la vie, l'école de la vie. Et c'est aujourd'hui les outils que vous avez que nous n'avions pas à l'époque. Aujourd'hui, tu peux parler, tu peux faire un Zoom avec n'importe qui, dans n'importe quel endroit de la planète. Nous, on n'avait pas tout ça à l'époque. Donc, enrichis-toi de tes voyages, de tes rencontres, ici, à Paris, puisque c'est ta ville, mais aussi à l'étranger. Et fais ces rencontres comme tu le fais là avec moi, avec le maximum de gens. Tu verras comme tu vas changer, non pas ta façon de penser, mais tu vas mûrir tes projets. Et 2 fois plus vite que la moyenne. Voilà le conseil que je peux te donner. Et je le donne à toute ta communauté. Je prends, Partager et rencontrer. C'est ça la force. je prends note. Bah là, on partage et on rencontre. Donc trop bien. Si tu as un petit joueur de foot, un petit ou un grand joueur de foot qui voudrait parler de comment est-ce qu'on travaille son image de marque, par exemple, quand on est footballeur professionnel. Ben, je vais lancer un défi. Et je vais le lancer à mes enfants. Et je vais te surprendre encore dans une anecdote. C'est pour ça que c'est important. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une dame qui a élevé mes enfants. Parce que je n'étais pas souvent là et ma femme travaillait. Elle s'appelle Madame Trémolinas. Marie Trémolinas. Femme exceptionnelle. Son fils avait des qualités au football. Je l'ai fait rentrer au Girondin de Bordeaux, au centre de... Et il est devenu professionnel. Ben, demande à mes enfants qui ont été élevés avec lui de trouver le contact et d'essayer de te faire venir pour qu'il te parle un petit peu de sa carrière et comment il voit aujourd'hui son image. Il est sur l'équipe 21 toutes les semaines. Ben voilà, c'est le prochain challenge. Trop bien. Eh ben, écoute, on va y aller. Il faut essayer. Je ne veux pas dire qu'il est disponible et qu'il va le faire, mais je sais que on n'a pas beaucoup de contacts, mais voilà, on ne s'oublie pas. Mais je sais qu'il est quand même proche de mes garçons. Peut-être qu'il t'accordera dans les prochains mois, la possibilité de vous parler. Trop bien. Eh ben, Voilà. merci beaucoup. C'est le moment, les amis, si vous êtes restés jusqu'à la fin de ce merveilleux podcast, de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire, de partager un petit peu votre ressenti sur la chose, si ça vous a plu. C'est un petit peu différent. On a un profil un peu différent. C'est très jeune, Oui. mes autres invités. Et j'ai envie un petit peu de changer en fonction des âges pour avoir d'autres visions, d'autres réflexions. C'est toujours intéressant d'apprendre aussi de nos pairs. Parce qu'il y a quand même plus d'expérience. Et puis, toi, les médias, tu maîtrises bien plus que nous, et d'une autre manière. Donc voilà, j'attends vos retours avec impatience. On attend vos retours.
et vos commentaires. Et puis merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était Arthur et Bernard pour un épisode de Just Brand. Travaillez bien. Just brand.